Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semences Semae. On va parler des semences bio, des semences de haute qualité, des labels. Quelle valeur ajouter finalement à toutes ces estampilles, à toutes ces étiquettes? Pour en parler, 4 invités. Tout d'abord, à ma gauche, Sylvie Robert, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale chez Excellence Végétale. Vous nous rappelez ce qu'est Excellence Végétale? Alors, c'est un organisme de défense et de gestion qui porte l'ensemble des labels et certifications pour la filière de l'horticulture, donc les végétaux d'ornement. Alors, à la fois des signes de qualité, comme le label rouge, qui est aussi bien connu dans l'alimentaire, beaucoup moins dans notre domaine, malheureusement. On parlera avec vous d'ailleurs du gazon label rouge. Gazon label rouge. Je ne connaissais pas le gazon label rouge. Ça existe. Tout à fait. Voilà. Ensuite, on porte également l'IGP, mais aussi une certification éco-environnementale de notre filière qui s'appelle Plante Bleue, dont le niveau le plus élevé est HVE. On en parle beaucoup en ce moment, donc la haute valeur environnementale. Et également un signe d'origine qui fait aussi parler beaucoup en ce moment suite à la Saint-Valentin, qui est Fleur de France. Parfait. Donc on verra avec vous ces différentes appellations et ce qu'il y a derrière en fait. Surtout, c'est ce qui est intéressant pour les consommateurs. À votre gauche, Francky Duchâteau, bonjour. Bonjour. Expert auprès du think tank Agridé, spécialisé, le think tank, c'est ça, dans les questions agro notamment? Tout à fait, c'est un think tank qui a plus de 150 ans d'histoire, 1857, sa date de création, et qui depuis son origine promeut le progrès en agriculture dans les différentes époques, bien entendu. Et nous sommes centrés notamment sur l'entreprise agricole, donc l'unité première de la chaîne de valeur, on va dire. Et nous sommes un think tank indépendant, financièrement notamment, et nous fédérons des acteurs qui vont de l'amont à l'aval, les métiers du chiffre, du conseil, mais aussi la technique, l'économique. Et vous produisez beaucoup de documentation, d'études sur différents sujets agri-agro notamment, c'est ça? Tout à fait, c'est ça, on a plusieurs thèmes. Voilà. Laure Verdeau, bonjour. Bonjour. Grande patronne de l'agence bio, DG de l'agence bio. Vous nous rappelez là aussi ce que c'est que l'agence bio, parce que tout le monde connaît les produits bio, mais il y a une agence bio. Oui, depuis 20 ans, qui du coup est en charge à la fois de collecter les données autour du marché bio, également d'investir dans les filières bio pour les construire, mais notre métier c'est principalement un métier d'intérêt général, puisqu'on est sous la double tutelle du ministère de l'Agriculture et de la Transition écologique. Et notre job au quotidien, c'est d'informer les citoyens français sur les vertus de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Parfait, on verra en détail. Aussi, quel est votre regard? Vous ne faites pas de semences bio en tant que telles, hein, ce n'est pas votre métier, mais par contre, vous avez vraiment une vision plus haute, plus générale, qui est intéressante aussi. Oui, nous on regarde toute la chaîne de valeur, on regarde à la fois les acteurs qui ne font que du bio, et puis ceux qui font pas que du bio, qui s'y mettent parfois un peu plus tard que les autres. Et ça nous arrive parfois, on a quelques projets de semences pour justement structurer la filière des semences bio que nous avons financé par le passé. Et on verra, on se posera la question d'ailleurs, est-ce qu'un produit bio, un produit végétal bio, doit avoir systématiquement une semence bio? Je crois que ce n'est pas encore le cas forcément aujourd'hui, mais que ça va peut-être le devenir obligatoire. C'est en train de le devenir. En fait, le bio s'est structuré ces dernières années. On n'avait pas forcément toutes les semences dans toutes les variétés, mais plus ça va, plus le catalogue se développe. Et donc, on va être en mesure de bientôt être bio de la semence à l'assiette, puisque c'est le seul label qui contrôle toutes les étapes de la chaîne de valeur. Bon, on suivra ça de près, évidemment. Et puis, à vos côtés, Michel Strebler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'animation filière chez Semae. Oui. En quoi est-ce que ces question générale, ces labels, ces appellations, ces étiquettes qui valorisent, je pense, un peu ces produits, ça intéresse la filière finalement? Alors oui, la filière semence, juste un mot sur Semae, on est une interprofession. Juste pour préciser ce qu'il y a dans cette interprofession, il y a l'ensemble de la chaîne semences, depuis les agriculteurs qui multiplient les semences jusqu'aux utilisateurs. Et l'objet de Semae, c'est de mener des actions collectives, voire d'intérêt général. Les labels dans ce système-là, c'est un intérêt aussi particulier dans le sens où ça valorise la filière semences et ça survalorise même les qualités des semences qui peuvent être produites par les agriculteurs au niveau français. Donc c'est en ça qu'effectivement les labels sont intéressants parce qu'ils tirent la filière finalement vers le haut. Francky Duchâteau, justement, pour réagir, ces labels, comme le disait Michel, ça valorise, ça survalorise. Qu'est-ce que ça apporte finalement en bout de piste? Est-ce qu'on peut quantifier, mesurer, ressentir ce que ça apporte finalement? On verra après qu'il y a des critères, bien sûr, pour répondre à ces labels. Qu'est-ce que c'est censé apporter selon vous, selon Agridé?
Disons que c'est pas si simple d'évaluer l'impact en retour, mais au départ, ça répond à une demande de transparence. C'est une façon de communiquer aussi entre le producteur et le consommateur. Et à travers un label, comme on l'a vu, il y a plusieurs cahiers des charges, plus ou moins ambitieux d'ailleurs, mais qui sont souvent très poussés. Et donc, c'est une preuve aussi pour le consommateur que quand il achète un produit avec un tel label, il y a derrière tout un cadre respectueux de différents aspects de production, de valeur, etc. Et donc, il en attend une forme de confiance. Pour le producteur, lui, ça implique quand même beaucoup de changements, souvent dans son mode de production. Et il peut en attendre légitimement un retour sur sa vente, sur sa valeur ajoutée. Sur le prix final, sur le prix qu'on lui paye. Voilà. Alors, c'est pas systématique. Ça commence à devenir souvent un simple accès au marché. C'est-à-dire que dans une logique de prolifération des labels, il y a aussi une logique derrière de comparaison. On ne va pas tous les mettre au même niveau, donc on va être plus exigeant pour certains. Et c'est-à-dire qu'à terme, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un écrémage des labels vers ceux qui sont jugés les plus robustes. Évidemment, un label, il ne vaut que parce qu'on lui met derrière, finalement. Il y a des labels publics, des labels privés, ça peut être un peu la joyeuse fête. Sylvie Robert, comment, de votre côté, vous définissez des labels et à quoi doivent-ils répondre finalement? Parce que moi, je pourrais faire le label Ivar Couder dit que il fait des fleurs très belles. Donc c'est le label Ivar Couder qui ne m'engage que moi et puis point final. Alors c'est bien la différence, c'est-à-dire que moi, mon organisation ne fait que des labels, ce qu'on dit officiels, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a effectivement, souvent là-bas, c'est un cahier des charges en fonction de la typologie du label. Et donc on en a parlé du label rouge tout à l'heure. On compare le label rouge, c'est tout simplement pour les consommateurs, souvent ils ne savent pas trop la différence, c'est la comparaison d'un produit, la qualité supérieure d'un produit par rapport à un autre, pour faire simple. Le fameux, par exemple, le poulet label rouge. Le poulet label rouge, mais comme tous les labels rouges, c'est-à-dire qu'ils soient ornemental ou alimentaires, ils fonctionnent tous de la même manière. Et un label rouge, au-delà d'avoir un cahier des charges, il y a aussi des contrôles qui sont mis derrière. Et c'est ça qui donne la garantie et l'assurance aux consommateurs de ce label. Et ces contrôles sont extrêmement exigeants et pointilleux. Ils ne sont pas faits par mon organisation, par exemple, qui portons les labels, mais bien par un organisme extérieur. Et nous-mêmes, mon organisation est elle-même aussi contrôlée pour vérifier qu'on applique bien les directives du ministère et dans nos contrôles. Donc nous-mêmes aussi, nous sommes contrôlés. Donc je rejoins ce qui était dit à l'instant. C'est un niveau d'exigence quand même extrêmement élevé et du coup extrêmement coûteux. Donc quand on parle de prix, bien évidemment, il faut pouvoir le revaloriser dans les tarifs. Alors, mais c'est un peu difficile. Alors justement, il y a un cahier des charges qui va dire le cahier des charges pour produire. Et on peut prendre l'exemple, allons-y, de votre gazon label rouge, car tout à chacun peut avoir un petit bout de jardin peut-être. S'il a la chance d'avoir ça, c'est formidable. L'engazonner avec du gazon label rouge. Qu'est-ce que je vais avoir de plus, si ce n'est de le payer probablement plus cher? Alors probablement que vous allez le payer plus cher. L'objectif d'un gazon label rouge se base sur ce qu'on appelle des communicants, donc des caractéristiques justement qui le différencient par rapport à d'autres. Et justement, le gazon label rouge va garantir une reprise au jardin, donc un ensemencement, donc une réussite quelque part. Alors bien évidemment, si le jardinier n'est vraiment pas bon, c'est un peu comme avec le poulet label rouge. Si le cuisinier est pas bon, le poulet à l'arrivée sera pas terrible s'il est mal cuisiné. Là, c'est exactement pareil. Attention, donc faut pas tout confondre. Pour autant, on lui donne des garanties. Il va être plus résistant au piétinement, plus résistant au manque d'eau, donc à la sécheresse si vous préférez. Et donc il y a un certain nombre de critères qui sont établis sur lesquels on va avoir des garanties, une sécurité pour le consommateur. D'accord. Donc théoriquement, ça répond. Enfin, c'est pas théoriquement. Ça répond à des critères bien définis qui déterminent une qualité supérieure en bout de piste. Exactement, et donc le gazon de la même manière que l'alimentaire, je tiens à le dire, parce qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là, et ça part de l'amont à l'aval. Michel Stabler, c'est important pour les professionnels justement aussi, alors c'est toute la filière qui est engagée là-dedans, parce que pour aller vers un gazon label rouge ou des fleurs label rouge, bien sûr, par exemple, il y a tout un travail de sélectionneurs, de multiplicateurs, etc. pour arriver au final à vendre aux consommateurs des boîtes, des paquets de gazon label rouge. C'est un travail global qui oblige et qui engage. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la filière dans sa globalité a soutenu le label rouge au moment de sa création, parce qu'effectivement, pour obtenir des gazons résistants, etc., il faut caractériser
les semences qui sont dedans et les caractériser par leur qualité. Et ça, c'est vraiment le travail de base de toute la filière semences. C'est-à-dire il faut caractériser les produits, et notamment en matière de gazon, il a fallu caractériser la résistance au piétinement, la vitesse de pousse. On n'avait pas parlé, mais en termes environnementaux, c'est extrêmement important. La faible consommation d'eau, par exemple. Et on sait que c'est important. Et donc, toute cette information-là, on l'a en amont sur l'ensemble des variétés et espèces destinées au gazon. Et dans le label rouge, on prend les meilleurs. Et ce qui est intéressant dans le secteur semences, c'est que le label rouge peut s'appuyer sur le fait que le secteur semences est extrêmement organisé et que les semences sont extrêmement tracées. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on achète un sac avec une variété, quelle qu'elle soit d'ailleurs, on est sûr de trouver dans le sac la variété qui est inscrite. D'accord. Donc ça, c'est une garantie de la filière semences sur laquelle, effectivement, ensuite, les labels peuvent s'appuyer. Pour compléter, effectivement, alors moi-même, mon organisation, faisons partie de SEMAE indirectement. Il y a des comités d'experts dans les sélections, donc voilà. Et effectivement, sans le SEMAE, à la base, il n'y aurait peut-être pas de gazon label rouge, parce que tout démarre, effectivement, à la sélection. Et la sélection, évidemment, dans le domaine du végétal, c'est quelque chose d'important. On va faire une petite pause. Régulièrement, dans les émissions de Village Semences SEMAE, on est allé en France voir les différents acteurs de la filière semences et plants pour faire des reportages. Et là, on va aller à Tarbes pour aller découvrir la coopérative qui distribue le fameux haricot tarbais, en l'occurrence les semences. On va aller faire un petit tour. Ce sont des semences label rouge. Et on se retrouve juste après. On regarde. Ici, nous sommes au siège de la coopérative du haricot tarbais. C'est un rassemblement de producteurs, donc nous avons une cinquantaine d'adhérents, 10 salariés permanents et 300 saisonniers au mois d'octobre pour ramasser les haricots toujours et encore à la main. Le producteur signe un contrat avec la coopérative et il produit les haricots sur son exploitation. Il embauche de la main-d'œuvre saisonnière pour ramasser toutes les gousses à la main, une par une. Ensuite, il égrène sur son exploitation. Et après, les haricots sont stockés dans des big bags de 300-500 kg qu'il livre à la coopérative. Tout d'abord, on prend l'humidité de chaque big bag pour qu'elle soit comprise entre 12 et 17%. On va les calibrer pour que tous les haricots soient plus ou moins homogènes. Il y a un triage qui est fait pour enlever toutes les impuretés, tous les grains tachés, pour avoir un haricot tout blanc et parfait. Ensuite, on ensache en poche de 5 kg. Les poches passent dans un rayon X pour pouvoir détecter tout type de cailloux, métaux, des corps étrangers en fait qui peuvent être dans la poche. Après, ils passent en choc thermique pour tuer les larves de charançon. Une fois le choc thermique terminé, ils reviennent au sein de la coopérative pour après être ensuite commercialisés. La production de haricots tarbais, elle est soumise au cahier des charges IGP et label rouge. Label rouge obtenu en 1998 et une IGP en 2000. Le but n'est pas le même. Label rouge, c'est pour une qualité supérieure et l'IGP, c'est pour définir une zone de protection. Dès l'instant qu'on a démarré, il y a des gens qui se sont attribués le terme haricot tarbais en produisant assez loin. Donc pour qu'on puisse construire une filière sur ce département, il fallait protéger le terme. Donc il nous fallait soit une IGP, et à l'époque en 92-93, il fallait que ce soit associé à un label rouge, soit faire une AOC. On a fait le choix du label rouge et de l'IGP. Pour travailler sur une démarche label rouge IGP, nous avions besoin d'une semence identifiée. Nous sommes actuellement 2 producteurs de semences sur deux variétés différentes. Un producteur fait la variété la Pujol, qui est la variété la plus récemment mise en plein champ. Et moi, je fais la variété Alaric depuis maintenant 12 ans, qui est la variété historique de la coopérative. Nous recevons de la part de la coopérative une semence de base. Une fois la semence plantée, mise en terre, nous avons un suivi très particulier. Il y a beaucoup de sélections manuelles et visuelles qui nous obligent à avoir un passage régulier et strict dans les rangs de haricots
pour limiter les risques de dégénération de la semence. Ensuite, il faut que le champ soit bien entretenu, il faut qu'il y ait une irrigation conséquente pour permettre un développement harmonieux de la plante et avoir une semence la plus pure possible et la plus qualitative possible. Voilà. Tout en restant dans le cadre du cahier des charges Label Rouge et IGP. Les signes officiels de qualité sont de plus en plus prisés par les consommateurs. Donc c'est important d'avoir ce signe jusqu'au bout de la chaîne. C'est vraiment une garantie de réussite pour nos adhérents. Et on propose aussi des produits cuisinés pour ceux qui n'ont pas le temps, donc avec différentes gammes de recettes, de la garbure au cassoulet. On a démarré à zéro. En 86, il n'y avait rien et aujourd'hui, on a construit une filière avec une démarche Label Rouge IGP. Je pense que nous sommes une des rares ou la seule filière à légumes secs en France à avoir créé son propre patrimoine végétal et être propriétaire, obtenteur, mainteneur et multiplicateur de semences. Ça fait partie de la base de notre cahier des charges, partir de la richesse de notre territoire. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais témoignage intéressant. Comme le disait le monsieur, en 86, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ils ont leur petite filière à eux, tout marche finalement. C'est un bel exemple de ce qu'on est capable de faire. Sylvie Robert. Alors oui, effectivement, pareil, en ornemental, en 2009, il n'y avait rien. Les gazons sont par contre, eux, très anciens, historiquement, en fait. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, certainement parce que ça c'était le sujet du moment. Mais oui, effectivement, ça peut aller alors très vite et en fait c'est très long. Il faut savoir que je ne connais pas très bien l'histoire du haricot tarbais. Pour autant, un cahier des charges entre le moment où un collectif de producteurs se réunit pour essayer de le construire et le moment où il est déposé auprès des institutions et pour en avoir l'homologation, il peut s'écouler jusqu'à plusieurs années. En l'occurrence, par exemple, on vient d'avoir l'homologation des arbres fruitiers Label Rouge et ça a pris 8 ans. Donc Là on voit encore, que dans le vivant, dans le végétal, il faut du temps. Voilà, exactement. Donc c'est pas aussi simple que ça non plus. Et vous parliez de valorisation, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui, c'est que tout ce travail-là, en amont de la réussite entre guillemets ou de l'aboutissement d'un cahier des charges, qu'il soit IGP ou Label Rouge d'ailleurs, il faut pouvoir le retrouver au niveau du producteur un peu plus tard dans ses tarifs, de façon à ce qu'il amortisse tout cet investissement qu'il a fait au fur et à mesure des années. Laure Verdeau, comment est-ce que vous regardez ça, cet exemple du haricot tarbais? Alors là, on est sur les semences, bien évidemment, mais au bout du compte, on a bien compris qu'il y avait les plats cuisinés en bout de piste, qui sont aussi Label Rouge, donc c'est pas mal. C'est pas bio. Comment est-ce que vous regardez cette façon d'évoluer, qui se distingue encore une fois de ce que fait l'agence bio? Comment est-ce que vous regardez ça? On voit des similitudes avec la construction des filières bio qui aussi ne se construisent pas comme ça en un clin de doigts, puisque pareil, les filières bio, c'est des contrôles aussi, c'est plus de 300 contrôles par jour et c'est pour respecter un cahier des charges de plus de 300 pages. Ce cahier des charges dit quoi? Il dit qu'il faut au maximum recourir à des semences bio. Jusqu'à il y a encore quelques années, on n'avait pas toute la disponibilité du matériel nécessaire. Il y avait beaucoup par exemple de dérogations qui étaient demandées et on voit que là encore chaque année il y a une progression une intégration de l'ensemble de la filière finalement, de Exactement. La semence bio jusqu'à la fourchette. Jusqu'à la fourchette en fait. bio. C'est ça qui est spécifique en bio, c'est que la philosophie du bio, qui consiste à interdire le recours à des produits chimiques de synthèse, elle va jusqu'à la semence. C'est-à-dire que là où une semence non bio, elle peut être traitée avec des produits chimiques de synthèse avant d'être semée, en bio, on la traite au vinaigre, on la désinfecte à la vapeur. On ne le sait pas forcément, c'est vrai, mais aujourd'hui encore souvent, je ne dis pas toujours, je n'ai pas de chiffres, je ne sais pas, mais quand on achète, c'est vrai, un légume bio, on ne sait pas que la semence avant a pu, comme vous l'avez dit, être traitée pour des raisons sanitaires données. Il ne s'agit pas de dire du mal dans l'absolu, et parfois c'est une nécessité, on ne peut pas forcément toujours faire autrement, mais on ne le sait pas forcément, parce que dans ce cheminement-là, la semence n'est pas toujours bio aujourd'hui. Alors, elle l'aide de plus en plus. Jusqu'ici, on autorisait des dérogations parce qu'il n'y en avait pas assez au catalogue. Maintenant, ça y est, c'est en train on fournit à 95% des semences bio, puisque du coup, les pionniers, ça a été des acteurs 100% bio, comme toujours, qui ont montré le chemin, des AgroSemence, des biogermes, des germinances, qui étaient vraiment des entreprises 100% bio. Et puis, il y a quelques années, on a vu que 75%, même l'immense majorité des catalogues des semenciers généralistes
se sont mis à produire des semences bio. Et vous savez, en bio, la biodiversité nous tient vraiment à cœur. Donc on a vraiment à cœur d'avoir un catalogue varié, des variétés rustiques qui s'adaptent au changement climatique et à tous les terroirs. Et donc on est très content de voir que le catalogue, la gamme s'élargit. Michel Strebler, c'est ça, on peut rêver que espérer que dans quelques années, voilà, comme le disait Laure Verdeau, le catalogue de semences bio soit encore plus important. On tend vers ça, en tout cas. Tout à fait. Là, tout à l'heure, je parlais de SEMAE et des actions collectives, voire d'intérêt général, qui sont menées. Sur le bio, c'est typiquement le cas. Hein. Il y a un objectif qui a été clairement établi par la réglementation, hein, notamment en semences. Et donc, on est là pour accompagner ce développement du bio. Et on peut amener quelques chiffres. Hein. Dans ce que disait Laure, par exemple, on a sur l'ensemble des 240 producteurs de semences qui existent en France, hein, des entreprises, donc, plus de la moitié produisent du bio, des semences bio, en plus du conventionnel. Donc on a connu un développement très important. La diversité, je dirais que c'est dans les gènes, entre guillemets, de la filière semences. Hein. J'ai regardé avant de venir, en espèces bio, on a plus d'une centaine d'espèces qui sont multipliées en bio. Sans espèces, je pense que personne ici est capable de citer 100 espèces. Donc ça veut dire qu'effectivement, ça croît de façon très très importante et qu'il faut accompagner cette croissance. Sylvie Robert, on a parlé du label rouge, on a parlé un peu du bio. Il y a bien d'autres labels, le HVE, il y a un petit peu un catalogue. Alors, si on essaie de rappeler les essentiels et leurs qualités particulières, leurs spécificités, j'ai envie de dire. Alors déjà, la première chose, il faut distinguer un mode de production, ce qui est le bio, d'un produit qui a une manière de certification. travailler. Exactement. En bio, on va planter de telle manière, on aura le droit d'utiliser tel ou tel produit agronomiques, ou pas. ouais. Voilà. Pratique agronomique. Et c'est vraiment différent d'un produit avec une certification produit sur lequel on met une valeur. On peut être bio et faire du label rouge. Ce n'est pas incompatible. Après, on peut ne pas être bio et faire du label rouge tout aussi, sans offenser. Après, à côté de ça, effectivement, en dehors du bio, aujourd'hui, il y a d'autres alternatives, des alternatives que moi j'appelle dites intermédiaires, qui ne sont pas dans l'extrême non plus, et notamment le HVE, donc la haute valeur environnementale, qui est une certification qui a été poussée par le ministère de l'Agriculture il y a très peu de temps, en fait, qui est encore assez récente. Par rapport à notre filière à nous, de l'horticulture, on a une certification qui, elle, quand même, a plus de 10 ans aujourd'hui, qui s'appelle Plante Bleue, qui intègre un certain nombre de critères pour avoir son obtention. Donc, il y a la gestion de l'eau, la biodiversité, le tri, la sélection, les déchets, la fertilisation, l'utilisation des intrants, donc ce que disait Madame, et aussi un aspect à volet social qui est très important dans notre certification. Et aujourd'hui, par exemple, au niveau du label rouge des IGP, sans vouloir faire la confusion avec tout ça, dans nos cahiers des charges, on exige aussi un mode de production vertueux. Et il peut être bio ou il peut être plante bleue. Et donc c'est là des fois où effectivement pour les consommateurs ou les clients c'est pas toujours très clair, et c'est pour ça que je tenais à repréciser. Et donc avoir ce mode de production vertueux ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la qualité, et faire de la qualité ne veut pas dire qu'on a un mode de production bio ou vertueux. Voilà, c'est bien de faire de la pédagogie, c'est nécessaire parce qu'on voit que les choses sont loin d'être simples devant la multiplicité des solutions, des pratiques, des appellations. Francky Duchâteau, du coup, le consommateur, l'utilisateur, il peut être un petit peu perdu et il peut être peut-être un peu aussi déçu parfois d'ailleurs. Parce que autant il y a des labels qui répondent à un cahier des charges bien précis, autant, je disais en préparant cette émission, ça peut être aussi source de déception pour des consommateurs en bout de piste. Disons que en apparence, il voit un logo sur un produit sans savoir ce qu'il y a derrière. Il peut aller chercher l'info plus loin, mais souvent peu de consommateurs le font. Après, il y a toute une démarche de conviction. Ça va très bien sur le bio, ou sur l'environnement ou sur le social, par exemple. Mais l'enjeu, c'est quand même un gage de confiance. C'est quand il voit un album Panini sur un produit, il peut très bien dire, mais celui-là, il fait tout, quoi. Autrement, quand on remonte la chaîne, il peut très bien se dire, mais est-ce que c'est pas du vent qu'il y a derrière? À la limite, il peut avoir été déçu par un produit qui a un label privé sans grande valeur et se dire, après tout, un végétal avec un estampille, là aussi, Panini, je vais être aussi déçu, je ne l'achète pas. Finalement, ça peut être contre-productif quelque part. En effet, je pense que c'est l'effet nombre. Après, il y a quand même des labels. En France, par exemple, on met beaucoup de valeur sur le fait que le label soit d'origine publique.
on sait qu'il va y avoir un contrôle derrière très poussé, très carré. On le sait un peu moins sur les labels privés. On peut dire c'est léger, c'est juste une estampille. Tout le monde dit qu'il est éco-responsable, mais finalement, est-ce qu'il l'est vraiment? Est-ce qu'en France, on est les seuls, enfin, est-ce qu'en Europe, par exemple, on est les seuls à faire ça, avoir tous ces labels, ces certifications qui peuvent présenter des vraies valeurs ajoutées, encore une fois, hein? Alors attention, le label rouge n'est pas un label franco-français. Il y a une grande confusion dans la tête des consommateurs à ce The niveau-là. Red Label. En fait, on peut être étranger, être un producteur étranger et faire du label rouge parce qu'on respecte le cahier des charges. Donc je tiens à le dire. C'est pas forcément connu, ça, hein? Non, c'est pas forcément connu. Et ensuite, on a des labels comme l'IGP ou l'AOP ou l'AOC qui sont des labels avec une reconnaissance européenne. On a des productions de fromage en Italie ou des semences ou des choses comme ça qui favorisent le terroir. Et là, c'est au niveau européen. Donc déjà, là, il ne faut pas mettre la confusion. Après, au niveau des labels d'origine, alors effectivement, je vous rejoins. Il y a malheureusement ou heureusement. Et les IGP, par exemple? Alors l'IGP est officiel, c'est toujours pareil. C'est comme le label rouge. On est dans des catégories de certification là qui sont extrêmement contrôlées avec des cahiers des charges, mais vraiment très très stricts. Donc il n'y a pas d'inquiétude entre guillemets à avoir quand on voit le logo IGP, AOP ou AOC. Vraiment, le consommateur il peut y aller, quoi. C'est vraiment légiféré et une fois de plus, je le redis, extrêmement contrôlé et exigeant. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on voit les made in France, produits en France, fabriqués en France, etc. Alors moi-même, je défends aussi une certification qui est une marque privée collective qui est Fleur de France, comme fruits et légumes de France. Et à quoi ça engage? Qu'est-ce que ça garantit, ça, pour le coup? Ah bah alors là, pour le coup, ça garantit. Alors, on parlait des semences avec de l'origine. Là, pour le coup, il faut que le cycle de production ait lieu en France. C'est contrôlé, puisque ça s'appuie sur la certification tout à l'heure dont j'ai parlé, Plante Bleue. C'est-à-dire qu'en plus, il faut être dans une démarche éco-environnementale et c'est hyper contrôlé. C'est-à-dire qu'au moment justement où on fait non-contrôle, il y a la traçabilité, l'origine et puis le mode de production qui sont contrôlés. Donc là, il y a, pour le coup, peu de risques. Par contre, effectivement, beaucoup s'octroient ou essayent, ou par différents moyens, de prendre ces labels qui sont officiels et de les détourner, on va dire, pour les utiliser et les mettre à leur profit. Et c'est ça aussi qui n'aide pas toujours au niveau des consommateurs, et je comprends qu'il peut y avoir de la confusion et du doute aussi. Laure Verdeau, quand on voit bio sur un produit, ça veut dire quoi? Je peux utiliser le logo bio, je peux sur tout ce que je veux ou... Ah ben non, c'est un peu la même différence qu'aller se faire soigner avec un médecin diplômé d'État ou alors un magnétiseur. Le bio, c'est un diplôme d'État. C'est 300 pages de règlement européen public qui est contrôlé. Là, rien qu'aujourd'hui, il va y avoir... on n'est pas un jour ouvré, mais en jour ouvré, c'est 300 contrôles par jour par 12 organismes certificateurs agréés par l'État. Donc on est vraiment sur, plus que de l'officiel, de la sécurisation. On veut vraiment avoir la confiance du consommateur. Pour des produits français et étrangers aussi, pareil? Alors oui, puisque c'est un cahier des charges européen, il sanctionne des pratiques agronomiques, mais il ne localise pas une production. Donc effectivement, on a beaucoup la confusion d'ailleurs en ce moment. Si le bio marque un peu le pas, c'est parce que les consommateurs se disent « je préfère du local que du bio ». Alors, il y a du bio et local, ça, puisqu'à 80% on produit le bio qu'on consomme en France, mais ça peut être du bio qui vient de loin. Mais rappelons quand même que l'empreinte environnementale d'un produit, c'est 2/3 sa production, donc autant qu'elle soit vertueuse, et ce n'est qu'1/3 son transport. Bien sûr, mais le transport compte aussi, bien sûr, dans le produit final, hein, on est d'accord. Oui, et pour 1/3, alors que 2/3, c'est le mode de production. C'est vrai. Ça incite à choisir bio plutôt, même si ça vient de loin. Tout à fait. Produire bio est intéressant. Est-ce que ça fait des produits... Alors là, on parlait de qualité. Hein, vous dites, voilà, mon gazon label rouge ou la fleur, elle est plus, a priori, de qualité, elle tiendra mieux, le végétal sera mieux. Est-ce que le bio, c'est signe de qualité en bout de piste? Alors, il y a pas de qualité, garantie de il y a le résultat. côté joli, il y a l'organoleptique, la saveur, le goût aussi. Bien sûr, on en parle régulièrement sur ce plateau. Alors, d'une manière générale, les consommateurs, que ce soit en bio ou en non bio, ils ont le même critère, c'est le goût pour choisir. Après, comme on le disait, c'est une obligation de moyens. Donc, dans le bio, maintenant, c'est 13 milliards de marché, c'est un monde. Donc, il faut de tout pour faire un monde. Donc, parfois, peut-être que ça vous arrivera dans votre vie de tomber sur une confiture bio ou un biscuit bio qui n'aura pas les mêmes qualités organoleptiques que vous auriez imaginé. Mais ça, une fois de plus, c'est un marché dans lequel les acteurs ne sont pas testés en blind test par des goûteurs avant d'être commercialisés, quoi. Aujourd'hui, je crois une chose est relativement certaine concernant le bio, le consommateur
il aurait plutôt tendance à vouloir manger du bio, hein. C'est mieux a priori de manger des fruits, des légumes et d'autres choses qui ont été effectivement produites d'une manière raisonnable, raisonnée avec de bonnes pratiques. Le coût, bien sûr, est toujours un sujet. Quand on fait ses courses, on a un porte-monnaie et malheureusement, il a plutôt tendance à se vider. C'est aussi peut-être une problématique pour le bio. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est simplement un vrai challenge, quoi. Essayer de continuer à pouvoir manger bio, c'est-à-dire que ce ne soit pas trop cher, pour répondre aussi à cette envie-là. C'est difficile pour les producteurs. Alors justement, on vous invite à l'entrée du hall 4 sur le stand de l'agence bio, puisqu'on a dédié une partie de notre stand à la question « Comment est-ce que je mange plus de bio sans changer mon budget ?» Et on sait à un assez grand niveau de certitude qu'il y a des leviers assez faciles à activer pour pouvoir dégager des marges financières et acheter plus de bio. Le premier, c'est le gaspillage. On gaspille 24 kilos de nourriture par an par habitant. Si déjà on limite ça, on récupère des marges de manœuvre pour réinvestir sur des produits bio, par exemple. On sait que si on achète de saison, ça c'est la transition alimentaire le veut, quand vous achetez vos Mirabelles au moment où l'arbre croule sous les fruits, le prix est beaucoup plus bas qu'en début de saison. Donc là, typiquement, vous avez un boulevard pour économiser et du coup pouvoir réinvestir dans le bio. Là, un des autres vecteurs, c'est d'acheter du vrac, parce que vous ne payez plus l'emballage. Vous dosez vraiment là en fonction de... Ça a du mal, ça a démarré le vrac, on est d'accord. Ça a marqué le pas, mais c'est quand même une trajectoire. C'est dans la loi. Bientôt, les magasins de plus de 400 mètres carrés devront consacrer 20% de leur rayon au vrac. 20%. C'est le sens de l'histoire. Ouais. Le vrac est en route, bio ou pas bio, mais il est en route. On a aussi le fait de pouvoir acheter direct en circuit court, parce que quand vous achetez direct en producteur, sans intermédiaires qui prennent des marges au milieu, vous avez un prix qui défie toute concurrence. On a des administrateurs qui vendent directement leurs oignons, leurs patates à la ferme. Leurs prix défient toute concurrence. Or, il y a 26 000 fermes bio qui vendent en direct. Donc ça, c'est un maillage du territoire incroyable de magasins où on peut faire ses courses pour du bio pas cher. Et en l'occurrence, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 18 000 points de vente de GMS et 3 000 points de vente spécialisés de vente de magasins qui ne font que du bio. Donc en proportion, c'est colossal. Donc c'est vrai que ça demande un peu plus de temps, de charge mentale, mais on peut tout à fait manger beaucoup plus de bio à budget inchangé. En tout cas, on va soutenir l'ensemble des producteurs bio et l'ensemble des producteurs tout court. On arrive au terme de cette émission, une demi-heure à avoir parlé de ces sujets. On a vu, Sylvie, que c'est un peu compliqué de s'y retrouver dans les labels, dans les appellations, etc. En tout cas, il faut être curieux, se documenter, comme le disait Francky aussi, ne pas hésiter avant de faire des courses, essayer de se creuser un peu la tête aussi. Le consommateur, finalement, il se doit de faire un peu un boulot pour voir ce qu'il achète et se renseigner un peu avant sur les appellations et autres, on est d'accord. De la même manière que demain, vous achetez un téléphone portable. On fait une petite étude de marché en général, comme par hasard. Voilà, et puis en fonction de ses besoins, de ce qu'on a envie, comme la manière dont on a envie, on va choisir ou pas un appareil. L'alimentaire ou l'ornemental ou même les végétaux, les céréales, les semences en général, c'est exactement la même chose. Je pense qu'on est dans une transition dans le mode d'achat, dans l'appétence en fait du consommateur vis-à-vis de tous ces produits. Par contre, je tiens à insister, moi, sur le fait, vous parliez de GMS tout à l'heure, qu'effectivement, aujourd'hui, les producteurs ont du mal, des fois, à aller vers ces labels et certifications. Non pas qu'ils ne veuillent pas le faire, non pas qu'ils n'en sont pas convaincus, mais c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas toujours au niveau de rémunération. Et ça, je suis désolée, mais c'est un vrai négociation des prix. Oui, aujourd'hui, par exemple, dans l'ornemental, il faut être très clair. Alors, sans taper sur la tête de qui que ce soit, on a des chaînes spécialisées, des jardineries, pour ne pas les citer, qui sont souvent très, dur en affaires. Alors voilà, exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on trouve des producteurs qui se désengagent, non pas parce qu'une fois de plus, ils ne sont pas convaincus ou il n'y a pas une vraie segmentation de marché, mais c'est parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et donc là, ce qui risque de se passer, si à un moment donné, le consommateur ne va pas à la demande dans ces points de vente, de demander des végétaux label rouge, de demander du bio, de demander, en fait, peu importe, ces labels et certifications officielles, et finalement, ça ne va pas les aider, c'est ça qui va être contre-productif. Donc le consommateur, en dehors de se renseigner, il faut aussi qu'il soit demandeur, parce que de toute façon, c'est très bien que c'est lui qui fera tomber la décision. Donc voilà. Merci à tous les quatre d'être venus sur ce plateau pour parler de ce sujet très intéressant. Et bien évidemment, on soutient et on accompagne l'ensemble des producteurs de France et de Navarre. Merci. 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 Si.